Alors, bienvenue, je suis Justine Lehu, paysagiste au Conseil de la Gironde, au CIE de la Gironde. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le module 3 du cycle de l'arbre en milieu urbain, les bonnes pratiques. Alors, vous avez dû recevoir la semaine dernière un mail vous informant que les deux premiers modules étaient visionnables en ligne sur le site internet du CIE. Donc, si vous en avez raté un, vous pouvez le rattraper. En pièce jointe à ce mail aussi, vous avez reçu la première partie du mémo du cycle, présentant la synthèse des deux premiers modules. Donc, il y a aussi les bonnes pratiques qui sont évoquées par les intervenants et une bibliographie pour approfondir les différents sujets explorés. Le mémo complet avec les 4 modules, il vous sera envoyé à tous les participants, de toute façon, à la fin du cycle. Donc, je vous invite à consulter la synthèse dans le mémo. Alors, pour rappel, après avoir vu le fonctionnement et les besoins biologiques de l'arbre dans le module 1, nous avons vu la dernière fois que l'arbre urbain, l'arbre de compagnie, comme aime l'appeler Caroline Molly, est un élément de composition urbaine. Il nous rend des services, mais il nous procure aussi du plaisir et du bien-être par sa simple présence. Il faut bien se rappeler que toute plantation d'arbres se prépare. Elle doit être réfléchie. Il faut savoir ce que l'on attend et du coup aussi quelles sont les intentions de projet. Nous avons aussi parlé en deuxième partie avec Jacques Bouteau de l'organisation de la gestion du patrimoine arboré dans une collectivité. Ce qu'on peut retenir finalement, c'est qu'il y a des avantages à réaliser en régie, que les coûts ne sont pas en défaveur de cette solution, mais finalement, c'est à chaque collectivité de choisir son mode de gestion en fonction de sa dimension, son patrimoine, de son histoire, de choisir en fait ce qui semble mieux fonctionner pour elle. Alors, l'objectif, c'est qu'à l'issue de ce cycle, vous ayez en tête toutes les bonnes pratiques. Donc, elles seront regroupées dans ce mémo. Je vous en ai mis ici quelques-unes. Si nous les classons par ordre, nous allons d'abord parler du projet de plantation. Alors, la première des bonnes pratiques, comme on l'a vu, c'est finalement la prise en compte de l'existant. Cette démarche, elle doit être un préalable à tout projet ou programme de plantation. Elle déterminera ce que l'on peut garder, protéger, améliorer, sélectionner, abattre ou remplacer. Ensuite, Caroline Molly, qui était avec nous là, au module 2, avec son regard de paysagiste, nous a rappelé la dernière fois que les intentions de projet sont importantes. Il faut penser aux effets, aux ambiances et aux usages souhaités. Nous avons parlé aussi de la fourniture, de l'environnement de plantation, alors surtout lors du module 1 avec Claire Adjé et Yves Caraglio. Tout d'abord, il faut bien choisir les provenances des arbres pour trouver la meilleure adéquation entre le contexte pédoclimatique et le végétal. On a vu aussi qu'il faut planter jeune, on le répète souvent, mais il faut avoir en tête qu'au bout de 10 ans, un jeune plant de 2-4 ans planté en racines nues rattrape largement un arbre-tige de 25-30 et le dépasse en force. Il faut aussi idéalement planter en racines nues, mais il faut surtout que les racines puissent explorer en dehors de la fosse, parce que la fosse n'est que transitoire. La fosse collective, elle est toujours préférable aussi à la fosse individuelle. Ce qui serait également très intéressant à faire pour les collectivités, c'est d'analyser et d'inventorier les contraintes de l'espace urbain. C'est-à-dire, on va identifier les stocks de sol qu'on pourrait utiliser pour les planter et les endroits où on ne veut pas que les racines aillent pour créer des sortes de pentes de sortie aux racines. Nos 4 intervenants précédents nous ont tous rappelé que la taille doit répondre à des objectifs précis. Rééquilibrage, formation, elle doit s'exécuter en connaissance de l'arbre et doit respecter les règles de l'art. Et les principes de taille envisageables sur des sujets installés concernent forcément l'entretien pour des raisons de sécurité et des contraintes en termes d'espace disponible. Donc, dans tous les cas, on avait bien compris que la taille, elle répond à des besoins humains et elle ne fait pas de bien à l'arbre. Je finis par les bonnes pratiques de gestion vues avec Jacques Bouteau. Une gestion en régie totale ne peut se faire que si ces connaissances sont acquises. Le fonctionnement de l'arbre, les règles de l'art et de la taille, les conditions nécessaires pour planter. Mais il faut dans tous les cas se munir d'outils de gestion. Alors l'inventaire, c'est un préalable indispensable pour avoir une vision complète de son patrimoine arboré. Et le plan de gestion, ensuite, il permet de programmer les interventions pour chaque cas spécifique. Ces différentes pratiques, elles seront donc les différentes pratiques, elles seront complétées de toute façon par les autres sujets que nous allons voir aujourd'hui au dernier module. Alors aujourd'hui,
Nous disions justement que la première des bonnes pratiques à avoir, c'était la prise en compte du patrimoine arboré existant. C'est l'étape essentielle, hein, justement, à toute politique volontariste pour les arbres. Mais comment les protéger dans les villes et villages? C'est ce que nous allons voir en première partie avec Augustin Bonardo, qui est forestier arboriste conseil au CAE de Seine-et-Marne. Alors, nous allons commencer la première partie de ce module avec Augustin Bonardo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors le CAE de Seine-et-Marne, c'est le CAE de référence sur le sujet de l'arbre depuis plus de 20 ans. Donc, je vous invite notamment à consulter le site Arbre CAE 77, qui est une véritable mine d'or avec de nombreuses fiches conseils présentées par thème, des accès vidéo, des différentes manifestations, et aussi un moteur de recherche qui permet de faire son choix parmi une grande sélection de petits arbres. Le CAE 77, c'est un acteur très engagé pour faire évoluer la législation des arbres hors forêt, car aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'existe pas de loi française spécifique et efficace pour protéger les arbres, justement, de nos villes et de nos villages. Donc, pour un élu, un professionnel ou même un particulier, il peut être difficile d'aller chercher le bon outil juridique. Augustin, vous allez nous faire un état des lieux des réglementations existantes pour, j'espère, qu'on puisse y voir plus clair, car je crois qu'il faut pour le moment aller piocher les articles de loi voilà, dans de nombreux codes différents. Augustin, je vous laisse partager votre écran. Bonjour à tous. Merci Justine. Donc, je vais vous présenter tous les textes de loi qui permettent de protéger les arbres contre les dégradations et contre les abattages. Donc, ce sont des textes qui sont répartis dans 13 codes différents et il y a 60 textes en tout qui sont en rapport avec les arbres hors forêt. Donc, je ne vais pas vous parler des arbres forestiers qui sont régis par le code forestier qui est spécifique, mais je vais prendre en compte tous les arbres qui sont en milieu rural ou en milieu urbain. Donc, je commence par les articles 671 et 672 du Code civil qui stipulent qu'un arbre de plus de 2 mètres doit être planté à plus de 2 mètres de la limite de propriété. Donc, c'est un article qui est bien connu parce qu'il fait partie du Code civil et en fait, le Code civil a été publié sous Napoléon, donc il est ancien et généralement, les propriétaires, les gestionnaires connaissent bien ce texte. Un arbre de moins de 2 mètres de haut ou qui est maintenu à 2 mètres de haut peut être planté à 50 centimètres de la limite de propriété. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces règles ont un caractère supplétif, à savoir qu'elles s'appliquent uniquement s'il n'y a pas d'autres textes. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Donc, je vais vous énumérer ces 5 exceptions que vous pouvez prendre en compte de façon à ce qu'un arbre qui est à moins de 2 mètres de la limite de propriété soit protégé. Alors, le premier, c'est qu'il peut y avoir un règlement particulier, c'est stipulé dans la loi, qui permet de conserver les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Donc, il peut s'agir d'un règlement de copropriété, d'un règlement de lotissement, de textes qui sont dans le plan local d'urbanisme, que l'on appelle le PLU, à savoir les espaces boisés classés, les éléments de paysage. Ces 2 éléments, je vais vous les détailler ensuite. Et puis, ça peut être un site patrimonial remarquable. Donc, en fait, quand vous avez une question sur ces arbres qui sont à moins de 2 mètres de la limite de propriété, allez voir le plan local de l'urbanisme de votre commune et puis vous voyez s'il y a des règlements particuliers qui s'appliquent dans la zone où se trouve l'arbre. Ensuite, il y a une autre exception, c'est si l'arbre est situé dans une commune où il y a un usage constant et reconnu qui permet de le conserver. Donc parfois, dans certaines communes, il n'y a pas assez de place pour planter et en fait, vous pouvez planter jusqu'en limite de propriété. Donc le cas le plus connu, c'est le cas de la ville de Paris où en fait, les 2 mètres ne s'appliquent pas, vous pouvez planter en limite de propriété. Donc, dans les autres communes, notamment pour les communes de Gironde et des autres départements de France, vous avez tous ces usages constants et reconnus
qui sont consignés dans un livret qui se trouve à la Chambre d'agriculture, où vous avez dans chaque commune le descriptif des usages constants et reconnus. Donc, vous pouvez aller consulter la ville de Bordeaux ou d'autres communes de Gironde à la Chambre d'agriculture dans ce livret et vous verrez quelles sont les distances minimum de plantation. Donc, ça concerne aussi les fossés, les haies, etc. Mais le législateur a souhaité que dans toutes les communes de France, ces usages constants et reconnus soient définis et soient indiqués sur un recueil. Ensuite, il existe une troisième exception que l'on appelle un titre. Donc, le titre, c'est un vocabulaire de droit qui consiste à dire qu'il est possible, quand un propriétaire d'arbre exceptionnel ou non exceptionnel et un voisin s'entendent pour que cet arbre soit à moins de 2 mètres de la limite de propriété, ils peuvent tout à fait aller voir le notaire. Le notaire prend les informations qui lui sont données par le propriétaire de l'arbre et par le voisin, qui s'entendent pour que cet arbre, qui est à moins de 2 mètres de la limite de propriété, soit conservé. Et le notaire consigne ça sur un acte notarié, il le publie aux hypothèques, et puis le jour où il y a une vente ou une succession, le voisin et l'ancien voisin et enfin le nouveau voisin et le nouveau propriétaire verront lors de la vente qu'il y a une servitude sur cet espace, à savoir que l'arbre qui est planté à moins de 2 mètres de la limite de propriété peut rester. Donc ça s'appelle un titre, c'est très rare, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce moyen pour protéger un arbre que vous aimez bien, que votre voisin apprécie aussi, de façon à ce que lorsqu'il y a une vente, un héritage, eh bien, cet arbre soit conservé et ne soit pas abattu. Quatrième exception, c'est ce qu'on appelle la destination d'une paire de famille. Donc, vous avez un petit schéma qui montre en fait comment ça se passe. Vous avez une propriété A. Souvent, c'est un parc de châteaux. Le propriétaire du parc veut vendre le fond de son parc. Donc, il fait des divisions, il fait différents lots. Donc, dans le cas que je vous présente, vous avez une propriété A qui est divisée en deux propriétés, une propriété B et une propriété C. Si un arbre se trouve à moins de 2 mètres de la limite de propriété, une fois que la vente est faite, cet arbre peut être conservé. Le propriétaire B, à savoir le voisin, ne pourra pas mettre en cause un arbre qui est à moins de 2 mètres de la limite de propriété chez son propriétaire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je vous évoquais le cas des parcs de châteaux, parce que souvent on a des arbres tout à fait intéressants qui sont exceptionnels, et puis les divisions font que pour les besoins de la construction, les limites de propriété ne tiennent pas toujours en compte le fait qu'il y ait des arbres exceptionnels. Donc ça permet de garder l'arbre en place. Par contre, une fois que l'arbre sera mort et abattu, le propriétaire sera obligé de replanter l'arbre aux distances légales. Cinquième exception, c'est ce qu'on appelle la prescription trentenaire. Donc, si l'arbre a plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans, il peut être conservé. Donc ça, c'est très souvent évoqué par les propriétaires, par les voisins. Les gens connaissent cette prescription. Donc, il faut savoir que la jurisprudence a précisé les choses. Il faut que l'arbre ait plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans. Donc, il faut le prouver. Donc, ça peut être à partir de photos, à partir de factures de plantation. C'est plus rare de trouver les factures de plantation. Ça peut aussi être des arbres qui ont germé et qui sont développés tout seuls. Et ça peut être aussi à partir de photos aériennes. Enfin, tous les moyens sont bons pour essayer de le prouver. Ou alors, ça peut être un carottage qui est fait avec une tarière de Pressler à 2 mètres de haut, à 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de haut. Et il est possible de compter les cernes. Donc, si vous avez plus de 30 cernes, l'arbre peut être conservé. Maintenant, je passe sur un autre moyen de protéger les arbres dans le plan local d'urbanisme.
Ce sont les espaces boisés classés. Donc, on trouve ça sous forme de, c'est figuré sous forme de quadrillage vert avec des cercles qui sont dans chaque carré. Et ça permet de protéger contre l'abattage des zones boisées, comme vous le voyez en bas à droite, des alignements, des parcs et même des arbres isolés. Donc, vous pouvez très bien, dans votre commune, faire l'inventaire des arbres les plus intéressants et le protéger à ce titre-là en espace boisé classé. Alors ça permet d'éviter l'abattage, mais pas les dégradations. En fait, dès qu'il y a un abattage prévu, vous devez faire une demande au maire qui vous donne une réponse favorable ou défavorable pour l'abattage. Sauf si les arbres sont dangereux, si vous estimez qu'ils sont dangereux, là, vous pouvez les abattre sans autorisation. Sauf si vous avez une grande parcelle boisée de plus de 25 hectares, où là, vous faites élaborer un plan simple de gestion qui est approuvé par le Centre régional de la propriété forestière. Et donc, dans ce plan simple de gestion, vous définissez les orientations que vous voulez donner à votre forêt et toutes les opérations qui seront menées, les abattages, les plantations, les régénérations naturelles, etc. C'est approuvé par le CRPF et ensuite vous suivez votre plan simple de gestion. Donc ça, c'est un moyen qui permet de gérer sa forêt de façon plus souple. Il peut y avoir des plans simples de gestion volontaires pour des surfaces de plus de 10 hectares. Mais en dessous, vous êtes obligé de demander une autorisation à chaque fois au maire, qui souvent s'appuie sur les conseils du service forestier de la direction départementale du territoire pour donner son avis. Donc ça, c'est intéressant, mais ça évite uniquement les abattages et pas les dégradations. Voilà, cette diapositive reprend ce que je viens de vous dire. Donc ça concerne bien les bois, les parcs, les haies, les alignements d'arbres et les arbres isolés. Si vous voulez protéger efficacement les arbres, il faut absolument définir un périmètre de protection autour de l'arbre. Ça, c'est pas stipulé dans la loi, mais c'est un conseil que je vous donne. Si vous faites référence uniquement à l'arbre dans le PLU en mettant un point sur le plan, c'est pas suffisant parce que les personnes qui souhaitent bâtir peuvent se dire, bon, ben, on garde l'arbre, mais ils n'ont pas forcément connaissance du développement du système racinaire notamment, et ils peuvent entamer fortement le système racinaire au détriment de l'arbre. Donc, l'idéal de l'idéal, c'est de définir un périmètre de protection dont le rayon correspond à l'arbre adulte. Évidemment, ça, c'est l'idéal pour l'arbre. En ville, c'est parfois très difficile à tenir, mais plus vous aurez un périmètre de protection important, mieux sera protégé l'arbre. Ensuite, vous avez un autre texte qui se trouve, lui, dans le Code de l'urbanisme. C'est les articles 151-19 et les articles 151-23 du Code de l'urbanisme. Donc là, je vous ai remis en toutes lettres le texte. Il permet d'identifier, de localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer la protection. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un texte qui permet, comme vous l'avez vu à la fin de cet énoncé, de donner des prescriptions pour éviter la dégradation de l'arbre. Dans la pratique, ces prescriptions sont quasiment jamais données et c'est bien dommage. Donc, on vous incite vraiment à, lorsque vous utilisez ce moyen de protection, à définir des périmètres de protection, comme je l'ai dit pour les espaces boisés classés, et à définir des prescriptions pour que cet arbre ne soit pas dégradé, pour que la racine ne soit pas dégradée, pour que le houppier ne soit pas dégradé, pour que le tronc ne soit pas dégradé, écorcé ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est un avantage par rapport aux espaces boisés classés. Pour terminer la lecture de ce texte,
il est inscrit que lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, les prescriptions sont celles prévues à l'article L 131, à savoir les espaces boisés classés. Donc ça, c'est un texte qui est intéressant et que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez tout à fait faire l'inventaire des arbres qui sont intéressants dans la commune, sur l'espace public et sur l'espace privé, des arbres isolés, des alignements, des parcs, etc. et les soumettre à cet article. Si vous voulez de l'aide pour rédiger ces prescriptions, nous avons, avec ma collègue juriste et ma collègue urbaniste, réalisé une fiche conseil qui reprend toutes les informations que vous pouvez mettre dans le PLU au sujet de ces arbres protégés en tant qu'éléments de paysage. Donc, vous pouvez faire des copier-coller, les adapter, etc., à partir de cette fiche conseil que vous retrouvez sur le site arbrecaie77.fr que vous a présenté Justine tout à l'heure. Voilà l'exemple d'un arbre qui a été protégé en espace boisé classé, un très beau séquoia qui était dans un parc avec un château, etc. Cet arbre a été protégé en espace boisé classé et malheureusement, le lotisseur a construit l'immeuble à proximité immédiate. Donc, vous imaginez tous les problèmes que ça pose, les fondations qui ont dû couper les racines, le sol qui a été tassé, peut-être du décaissement pour faire un chemin. On imagine aussi qu'il y a eu des réseaux enterrés qui ont coupé des racines. Et puis finalement, l'arbre est en place, mais l'arbre est en train de dépérir. Il fait une descente de cime, à savoir que la partie haut de l'arbre se dessèche. Donc, il est très, très dégradé. Les voisins sont très mécontents parce qu'ils ont trop d'ombre, ils ont des aiguilles dans leur jardin et sur leur balcon. Donc, c'est un arbre qui pose beaucoup de problèmes. L'intention était bonne de vouloir le protéger, mais on n'a pas défini de périmètre de protection et cet arbre est par conséquent conservé, mais dans de très mauvaises conditions. D'où l'intérêt, j'insiste, sur le fait de définir un périmètre de protection et de donner des prescriptions contre les dégradations. Vous avez ensuite un autre système qui s'appelle les obligations réelles environnementales. Donc ça, c'est défini dans le Code de l'environnement, article L 132.3. Ce système permet de protéger des arbres ou des espaces naturels en faisant un contrat qui lie un propriétaire d'arbres et une collectivité territoriale ou une association de protection de l'environnement. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous n'arrivez pas à protéger les arbres dans le PLU en tant qu'espace boisé classé ou élément de paysage, trouver un partenaire qui va s'engager avec vous pour protéger les arbres marquables ou les arbres plus communs, mais que vous voulez protéger. Donc, il s'agit de trouver ce partenaire. Vous, en tant que propriétaire, vous allez vous engager à gérer de façon raisonnée ces arbres, ne pas les altérer, etc. Et le partenaire, qui peut être une collectivité territoriale ou une association de protection de l'environnement, va contrôler vos actions. Donc, c'est un contrat qui est fait entre ce partenaire et vous, et ça permet de protéger les arbres sur le long terme. Le contrat a une durée de 99 ans, donc lors de votre héritage ou lors de la vente de l'espace, ce contrat durera et ça permet de protéger les arbres de façon volontaire sans qu'il y ait d'intervention de la commune. Alors, on a quelques exemples, ils sont encore assez rares, mais il existe, par exemple, un alignement de marronniers dont le propriétaire souhaite qu'il soit pérennisé dans le temps. Le contrat est fait avec la Ligue de protection des oiseaux qui, elle, s'engage à contrôler tous les ans le fait que ces arbres sont conservés, que les oiseaux peuvent y nicher facilement, etc. Alors, il existe aussi une protection des arbres d'alignement qui sont le long d'une voie publique ouverte au passage public. Donc, dans ce cas, il est impossible d'abattre les arbres sans autorisation. Donc, c'est une loi qui est enfin, relativement récente, qui a été
promu dans la loi biodiversité en 2016 et le décret d'application à bientôt 2 ans. Et il précise les choses. Donc, dès que vous avez à abattre un arbre qui est dans un aliment bordant une voie ouverte au public, vous êtes obligé de monter un dossier de façon à donner les raisons pour lesquelles vous souhaitez abattre l'arbre et quelles sont les compensations que vous souhaitez donner, soit une replantation sur place, soit une replantation ailleurs, etc. Tout est défini maintenant par le décret d'application. Donc, il y a aussi des dérogations pour les arbres qui sont dangereux, dont l'esthétique ne peut pas être assurée. Alors, il y a d'autres textes de loi qui permettent de protéger les arbres sans que la loi les définisse spécifiquement pour eux. À savoir que, il existe souvent dans des communes des monuments historiques inscrits ou classés et à partir du moment où vous voyez l'arbre à partir de ce monument historique dans un rayon de 500 mètres autour de ce monument historique, ou si dans ce rayon de 500 mètres, vous voyez à la fois l'arbre et le monument historique, l'arbre est protégé, il ne peut pas être abattu sans autorisation du service départemental de l'architecture et du patrimoine. Donc ça, c'est un jeu sur les textes de loi. En fait, le législateur n'a pas prévu spécifiquement de protéger les arbres, mais il a prévu de protéger les bâtiments, les immeubles qui sont autour du monument historique, de façon à ce que le monument historique garde son environnement privilégié. Et le Code civil stipule qu'un arbre, quand il est sur pied, est un immeuble. Donc, il est considéré comme un immeuble bâti, à savoir qu'il est immobile, il ne peut pas bouger, donc c'est un immeuble, donc on peut le protéger à ce titre-là. Donc, c'est une subtilité qui permet parfois de protéger des arbres qui sont intéressants ou moins. C'est pas forcément bien connu parce que c'est un petit peu une subtilité d'interprétation des textes, mais ça peut tout à fait être utilisé. Alors, plutôt que de définir ce périmètre de protection de 500 mètres qui est un petit peu aléatoire, il est possible de définir un périmètre délimité des abords. Donc, vous voyez dans ce photomontage, un périmètre de protection de 500 mètres qui figure en orange autour d'un monument inscrit ou classé qui est représenté par l'étoile jaune. Donc ça, c'est le périmètre bête et méchant. Vous pouvez tout à fait, avec les services de la commune associés avec l'architecte des bâtiments de France, du service départemental de l'architecture et du patrimoine, définir un périmètre beaucoup plus adapté aux zones qui sont intéressantes dans votre commune. C'est représenté ici par la délimitation qui figure en orange. Donc vous voyez que part sur la droite une ligne qui dépasse le périmètre de 500 mètres, et ça représente un alignement en bord de route. Donc dans cette zone, en fait, vous pouvez protéger l'alignement, par exemple, et puis, bien sûr, les bâtis qui sont à côté, etc. Et là encore, donner des prescriptions. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, la zone restante qui figure en orange n'est pas protégée. Vous avez aussi la possibilité de définir des sites patrimoniaux remarquables. Donc là encore, c'est une évolution de la loi. Ça s'appelait autrefois, pour ceux qui en ont la connaissance, les ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine architectural, urbanistique et paysager. Et puis ça s'est appelé après les AVAP. Donc ça, c'est des moyens qui permettent de définir des prescriptions sur tout l'espace de la commune et ça permet de protéger les immeubles, le bâti, mais aussi les arbres avec des prescriptions. Il existe une protection très très forte, c'est la plus forte qui existe, c'est l'inscription en tant que monument naturel. Donc ça, c'est le Code de l'environnement, article 341-10, qui permet de protéger des arbres.
Alors, initialement, c'était fait pour protéger des monuments naturels, hein, donc pas forcément des arbres. Donc, on retrouve d'anciens arbres qui ont été protégés, une protection très très forte. C'est la plus forte qui existe, qui est utilisé par exemple pour des sites comme le Mont Saint-Michel, etc. Donc l'instruction de ces dossiers est très longue, elle est signée par le ministre, donc, et on ne peut absolument pas intervenir dans ces zones-là sans l'accord de l'inspecteur des sites. Le problème, c'est qu'un arbre finit par mourir et le déclassement est aussi très compliqué. Donc, le Conseil d'État a, a demandé aux instructeurs de ces protections de ne plus protéger des arbres. Donc, depuis 1958, il n'y a plus de protection, mis à part un nouvel élan d'inspecteurs des sites et de gestionnaires d'armes qui ont décidé de remonter un dossier et qui ont permis de protéger à nouveau des arbres avec ce texte. C'est le cas d'un platane qui se trouve dans Lyon, qui a été protégé en 2018 par ce texte très fort et ça permet de le protéger très très fortement. Voilà, donc c'est un texte qui a été mis en veille et puis qui se remet en route, mais c'est la protection vraiment la plus forte. On a par exemple le problème de déclassement pour les anciens arbres. Souvent, on ne peut pas les déclasser parce qu'il faut la signature du ministre et il a d'autres choses à faire. Donc, on retrouve des arbres classés dans les textes avec des arbres qui ont été abattus, qui sont morts et qui n'existent plus. Autre texte qui permet de protéger les arbres, c'est là dans le Code de l'environnement, article L 411-1. Donc, il existe une annexe de ce texte qui définit toutes les espèces rares, animales ou végétales, qui ne peuvent pas être abattues, dégradées, vendues. On a par exemple en Seine-et-Marne la lisier de Fontainebleau qui est sur cette liste et vous pouvez regarder sur cette liste en annexe les arbres qui figurent et qui sont protégés de la sorte. Donc une protection très forte pour des végétaux ou des animaux rares. Donc j'ai parlé des végétaux, voici la même chose pour les animaux. Donc, vous avez la liste des animaux qui sont protégés, des insectes, des oiseaux, etc. Et en fait, on ne peut pas dégrader les sites de reproduction et les aires de repos de ces animaux. Donc, si on applique à la lettre ce texte, en fait, on a vraiment du mal à intervenir sur les arbres, notamment pour les tailles, parce que j'ai fait figurer le rouge-gorge. Le rouge-gorge est sur cette liste et il est fort probable qu'un rouge-gorge utilise un arbre donné pour nicher ou pour se reposer. Donc, il faut utiliser ce texte avec beaucoup de précautions. C'est bien pour protéger les arbres. Par contre, ça peut poser quelques problèmes de gestion. Donc, globalement, ce qui se passe actuellement, le texte n'était pas très utilisé lors de sa parution et maintenant il est beaucoup plus utilisé, notamment pour éviter les tailles, les élagages d'arbres pendant la période de reproduction des oiseaux. Alors, en effet, on voit avec votre présentation que la réglementation, elle est quand même difficile à appréhender, ce qui amène aussi les collectivités à inventer des outils différents pour anticiper peut-être les dommages, aussi sensibiliser en amont sur la préservation. Augustin, vous avez créé avec d'autres acteurs un outil dont on peut se saisir, en tout cas qu'une collectivité peut se saisir. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Voilà. Alors, il est tout à fait possible d'utiliser un barème qui permet de donner une valeur financière aux arbres, à savoir qu'un arbre, on sait sa valeur quand on le plante, on connaît le prix de l'arbre en pépinière, on connaît le prix de la plantation, mais l'arbre, au fur et à mesure du temps, apporter des bénéfices qui vont être croissants dans le temps. Par exemple, la production d'oxygène, la production, enfin le captage de carbone, l'intérêt écologique,
l'ombrage, la limitation de la température, etc. Donc, une fois que l'arbre est devenu gros, on ne connaît plus sa valeur et pourtant, il a une valeur considérable en ville. Et donc, cette méthode permet de calculer la valeur de l'arbre et associé à cela, on a un barème qui permet d'estimer les dégâts en fonction des dégradations qui ont été réalisées sur le houppier, sur le tronc, sur les racines. Donc ça, c'est un barème qui s'appelle barème de l'arbre.fr que vous retrouvez sur Internet, qui est gratuit et qui est assez facile à utiliser. Donc vous pouvez tout à fait, au sein de la commune, faire une délibération du conseil municipal pour dire que vous adoptez cette application et ensuite, vous l'intégrerez dans le cahier des charges lorsque vous aurez à faire des travaux à proximité des arbres, des tranchées, etc. Et comme ça, le concessionnaire saura que s'il y a une dégradation sur cet arbre, il y aura une compensation financière qui sera donnée. Donc, c'est essentiellement un système de protection préventive de façon à ce que les entreprises qui n'ont pas forcément connaissance de la fragilité des arbres puissent les protéger par exemple, pour reprendre le cas de l'ouverture d'une tranchée, mais écoutez, de l'ouvrir un petit peu plus loin de façon à ce que ça ne dégrade pas l'arbre. Donc, je vais vous présenter maintenant une petite animation vidéo qui vous explique comment fonctionne ce système. Avant de vous présenter cette petite animation vidéo, je voulais vous donner des informations sur les endroits où vous pouvez trouver toutes ces informations juridiques. Bien sûr, la Bible, c'est legifrance.gouv.fr où vous avez tous les textes qui sont tous les textes de loi, de tous les codes. Donc, c'est vraiment une base de référence qui est mise à jour hein, et qui est d'une utilisation facile. Donc, c'est vraiment l'outil à utiliser si vous voulez rechercher des textes. Ensuite, vous avez les questions de l'Assemblée nationale qui permettent, quand elles sont liées à l'arbre, d'avoir des réponses assez simples sur des questions qui se posent. Vous avez des informations aussi sur les circulaires hein, avec circulaire.gouv.fr. Et puis, comme le disait Justine en introduction, vous avez notre site qui reprend toutes ces informations. Voilà, donc je vous présente maintenant le petit. Donc voilà, par exemple, une fiche conseil hein, que vous pouvez télécharger et où il y a tous les textes que je viens de vous citer. Donc je passe maintenant à la petite vidéo. La valeur intégrale évaluée des arbres est un nouveau barème de calcul qui prend en compte toutes les caractéristiques d'un arbre, le site sur lequel il est implanté, mais également les agréments et désagréments. Ce barème s'appuie sur des bases de données scientifiques reconnues et mises à jour régulièrement. Il a pour ambition de devenir un outil de référence français reconnu par les gestionnaires, les assureurs, les juristes et l'État. L'objectif de ce barème est de protéger les arbres de façon préventive. En prenant conscience de l'importance des arbres, en sensibilisant le public, les élus et les entrepreneurs lors d'aménagements, lors d'actions de communication ou pour défendre des budgets d'entretien du patrimoine arboré. Mais c'est aussi de protéger les arbres de façon répressive. En cas de sinistre, à partir de la valeur de base des arbres, on peut évaluer les dommages et ainsi demander des indemnités liées à l'importance des dégâts. Mais comment est calculée la valeur d'un arbre? En premier, on estime l'essence et son prix en pépinière. Ensuite, les bienfaits qu'il apporte à la communauté. Il limite par exemple le réchauffement climatique. Au contraire, le pollen associé à la pollution provoque des allergies. Les composés organiques volatiles, que l'on trouve dans l'atmosphère, peuvent aussi avoir des effets sur la santé. S'il s'agit d'une essence patrimoniale, sa valeur augmente parce que le végétal sera adapté au site. Par contre, s'il s'agit d'une essence invasive, sa valeur sera moindre. La valeur de l'arbre varie aussi en fonction de ses dimensions. Plus il est haut, large et âgé,
plus sa valeur est importante. On prend en compte également son agrément, son esthétique et la plus-value qu'il apporte au paysage. Un arbre protégé dans un document d'urbanisme bénéficie de plus de valeur. Un arbre est précieux s'il est isolé à la campagne et rare en ville. Un arbre qui a un coût d'entretien trop élevé aura une valeur moindre. Mais sa valeur varie également en fonction de la qualité de son entretien. Si l'arbre est entretenu régulièrement et dans les règles de l'art, ou au contraire, si l'entretien n'est pas régulier ou inadapté. L'arbre peut être soit un agrément ou un désagrément pour la population. La qualité écologique de l'arbre apporte une valeur positive. Un arbre qui présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens voit sa valeur diminuer. Si l'arbre est en mauvaise santé, sa valeur est moindre. Et enfin, la valeur d'un arbre exceptionnel, sélectionné en tant qu'arbre remarquable, est alors multipliée. Mais qui sont les utilisateurs potentiels de ce barème? Les propriétaires, publics et privés, les gestionnaires, les maîtres d'œuvre, les experts, les assureurs et les instances juridiques. Le barème est facile à utiliser. Rendez-vous sur le site internet de Plantécité, remplissez les 11 critères demandés. Le résultat est immédiat et gratuit. Mais il faut également pouvoir estimer la dégradation subie par un arbre. Pour cela, il existe le barème d'évaluation des dégâts. Il permet de recenser toutes les dégradations qui peuvent affecter un arbre. Altération des branches et du houppier, altération du tronc, altération du système racinaire, altération de l'arbre entier. Ce barème est indissociable du barème de la valeur intégrale évaluée de l'arbre. Alors, merci beaucoup, Augustin, pour cette présentation.